Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur le parcours d'un homme exceptionnel, un homme qui a marqué pleinement l'histoire de la guerre de libération nationale, mais aussi de tous les mouvements de libération. Frantz Fanon, cet éveilleur de conscience, ce militant engagé totalement pour les causes justes, pour les causes de la décolonisation. Pour revenir sur un aspect, du moins, du vécu de ce militant algérien, Frantz Fanon, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui son fils Olivier Fanon. Monsieur Olivier Fanon, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir, merci de m'accueillir en cette veille du 1er novembre, date ô combien historique pour tous les Algériens. Nous commémorons aujourd'hui donc le 60e anniversaire de la disparition de votre frère qui a beaucoup, c'est peu de dire beaucoup quand il s'agit de Fanon, qui a beaucoup donné donc à l'Algérie et à la guerre de libération nationale 60 ans après. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la pensée de Fanon en 7 ans du néocolonialisme? 60 ans après, dans l'histoire d'une nation, c'est c'est jeune. Nous sommes une nation jeune. Nous assumons nos échecs, mais nous assumons aussi nos réussites. Preuve en est, la guerre de libération algérienne est devenue une bible, si l'on peut dire, pour tous les mouvements de libération dans le monde. Une référence incontestable. Une référence incontestable, non seulement en Afrique, mais en Amérique du Sud, au Vietnam, ou en Asie. Partout, Fanon, l'Algérie, c'était indissociable. Et j'ai pour habitude de dire que Fanon sans l'Algérie ne serait pas Fanon, et l'Algérie sans Fanon ne serait pas l'Algérie. Et pourtant, sa pensée a commencé bien avant son arrivée en Algérie. Il avait d'abord commis ce livre extraordinaire, Peau noire, masque blanc, dans lequel il avait donc posé la problématique du drame colonial, n'est-ce pas? Il a pris conscience de sa négritude lorsqu'il s'est enrôlé dans les forces françaises libres pour affronter donc l'Allemagne hitlérienne. Lorsqu'il est arrivé en France métropolitaine, donc comme disent les Antillais, parce qu'ils sont français toujours, aujourd'hui. C'est une des dernières colonies dans le monde. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, ce ne sont pas des départements français, comme on nous laisse entendre, ce sont des colonies françaises. Il ne faut pas se leurrer. Appelons un chat, hein, comme on dit trivialement. Quand il est arrivé en France, il s'est rendu compte qu'il n'était pas français, déjà par la couleur de sa peau, par son acceptation par les militaires français blancs. C'est là qu'il a écrit cette fameuse lettre à ses parents en disant « Je me suis trompé. Je me suis engagé pour défendre la France, mais ce n'est pas mon pays. » Sa prise de conscience, il avait 18 ans. Ensuite, il a demandé à être affecté en tant que médecin. Il a fait ses études, donc je passe rapidement sur ses études de médecine à Lyon. Il a demandé à être affecté au Sénégal. Le Sénégal a refusé à l'époque. Et pour le punir, on l'envoie en Algérie. Et là, ça a été le déclic. Le déclic. Il arrive une année avant le déclenchement de la guerre de libération. Et il a été donc affecté à Blida, à l'hôpital psychiatrique de Blida, ex-Joinville. Oui. Et là, il va découvrir le drame de la colonisation française en Algérie, mais aussi il va initier une méthode révolutionnaire à l'époque. Oui. L'ergothérapie. Oui, oui. Déjà, l'hôpital de Blida était scindé en deux. Il y avait l'hôpital pour les colons, pour les Français, et l'hôpital pour les musulmans. Les musulmans étaient dans des services fermés uniquement. Les plus agités, comme on disait, étaient attachés avec des chaînes. Et on leur donnait à manger comme des animaux. Comme des bagnards. Comme des bagnards. Oui. Donc il a voulu déjà faire arrêter cette scission. Ça a été mal vu par le gouverneur de l'époque, français, le gouverneur d'Algérie, le ministre-président, comme on disait. Et il s'est rendu compte qu'il allait être complice des colons, de la colonisation. Donc ça a été une deuxième prise de conscience qui a abouti à sa lettre de démission qu'il a envoyée au ministre Lacoste.
Mais avant de cette fameuse lettre d'émission de 1956, Frantz Fanon va œuvrer dans sa prise en charge donc, des passions à d'abord faire réconcilier ces passions algériens avec leur identité, leur Algérie. Et leur appartenance à cette culture plurielle algérienne, n'est-ce pas? Les patients algériens étaient soignés par l'école de psychiatrie de Poro, c'est l'école psychiatrique d'Alger, donc qui était destinée aux malades français, colons, blancs. Donc, pour la petite histoire, dans la cafétéria de l'hôpital, il y avait un portrait de la Tour Eiffel. Donc le malade algérien qui venait de Médéa ou de Brouaguia était désorienté dans cet hôpital. Il n'avait plus aucune relation avec son algérianité. Et mon père a voulu donc redonner aux médecins, aux malades algériens, le sentiment qu'ils sont algériens dans un hôpital en Algérie. C'est là qu'il a créé donc l'équipe de football de Blida, de l'hôpital de Blida. Oui. Avec l'aide et la collaboration de Abdelrahman Aziz, il a créé une école de musique. De musique et de théâtre. De théâtre. Oui. Et c'était la social thérapie, l'ergothérapie. Il a créé le journal interne de l'hôpital qui s'appelait Mon Journal. Et le summum de tout cela, c'était la création de la mosquée. Il n'y avait plus de mosquée. Oui, oui. Donc la première mosquée qui a ouvert dans l'hôpital, c'est mon père qui l'avait installée. Il y avait une église, mais il n'y avait pas de mosquée. Parce que c'était un hôpital pour les Français. C'est-à-dire il avait compris vite qu'il fallait donc resituer les Algériens, les enraciner en quelque sorte dans leur. Ils étaient déjà victimes de leur maladie et ils étaient secondement victimes de la colonisation. Et puis, il va dire que le drame des Algériens, c'est-à-dire c'était les passions, c'était le drame de la colonisation. Tout à fait. C'était l'échec de la colonisation. Ouais. Parce que beaucoup de patients se sont révoltés, ont eu des traumas psychiques du fait des tortures, des agressions, des mouvements de la population française à leur encontre, la façon dont ils étaient traités, c'était des sous-hommes. Donc ils ne pouvaient pas bénéficier des meilleurs soins et de la technologie médicale de l'époque. Donc mon père s'est investi entièrement et ça aboutit donc à sa démission et il a rejoint les... Alors, donc en 1954, le 1er novembre, c'était le déclenchement de la guerre de libération nationale. Frantz Fanon ne va pas hésiter un moment, il va s'engager totalement, on doit le dire ce soir, oui. Totalement dans le feu de l'action, comme on dit, n'est-ce pas? Tout à fait. Frantz Fanon était un homme de rupture. C'est-à-dire qu'il n'avait pas... Il y avait une corrélation entre son discours et sa praxis quotidienne. Il n'était pas plongé dans les cris ou dans la contemplation, dans la réflexion. C'était un tout. C'était, comme on dit, un précipité en chimie. Et ça a donné cette réaction. Fanon s'est engagé corps et âme. Corps et âme, oui. Corps et âme. Oui. Il a rompu avec la France. Il n'était plus français. C'était impossible. Voilà. Donc, il était en contact avec les frères. Oui, et c'est le mot qu'il aurait choisi aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. C'était ses frères, oui. Donc les maquisards de l'armée de libération nationale. C'était ses frères de combat. Oui. Et tous les soirs, il remontait donc sur les hauteurs de Blida, donc la Sharia, c'était le maquis de la Wilaya 4, oui. Des amis médecins français à l'époque, les psychiatres, ouais. Qui montaient avec lui pour soigner les blessés. Et lorsque les blessés nécessitaient une hospitalisation, il les hospitalisait sous un faux nom dans son service, en prétextant que c'était des malades mentaux, alors qu'ils étaient blessés, c'était des balistiques qui avaient reçu des balles, etc. Et puis il va également mobiliser
ses adjoints. Ouais. C'est le cas, par exemple, du docteur Georges Cougnon, mais aussi de Slimane Aslah, qui va disparaître en 1957, en pleine bataille d'Alger, pour justement cette cause. C'est-à-dire, parmi ces médecins, les adjoints de Frantz Fanon à Blida, il y avait Slimane Aslah qui montait également. Il prenait la voiture de Frantz Fanon pour se rendre donc, à Chelia pour ramener ces fameux blessés, n'est-ce pas? Pour revenir à l'histoire du docteur Cougnon, je pense que certains historiens disent que Fanon était en contact direct avec l'Arbi ibn Mehdi. Est-ce que parce que c'est à sa demande que ce grand médecin, ce grand militant également qui s'est engagé corps et âme pour se rendre en wilaya 1 historique, n'est-ce pas? Mon père a été approché la première fois par Cholet, par le docteur Cholet. Oui. Donc, qui est venu l'informer que le Jama'a Kimangolo avait besoin de lui. Et il n'a pas hésité un seul instant. Il a accepté donc de s'engager pleinement. Et Cougnon aussi, il a essayé de ramener pas mal de médecins avec lui, leur faire comprendre qu'ils étaient... que les maquis de l'ALN avaient besoin d'eux, et que eux étaient Ben Qaoussein complices du colonialisme. Puisqu'ils étaient médecins sous l'ordre colonial. Sous l'ordre colonial. Donc ils étaient complices un peu de l'entreprise d'acculturation qui était entreprise par les Français. Donc effectivement, il a pris tout de suite fait et cause pour la révolution algérienne. Et il n'a pas hésité un seul instant. Je veux dire, ce n'est pas un rallié de la dernière heure, comme certains. Vous évoquez Pierre Cholet, ils avaient quand même un rapport presque plus que fraternel, presque charnel, parce qu'ils avaient exactement la même attitude vis-à-vis de la révolution algérienne. Cholet, dès 1955, leur a dit, moi je choisis mon camp. Mon camp, c'est avec les Algériens qui luttent pour leur indépendance. Et Fanon, je pense, il avait exactement la même attitude, n'est-ce pas? Absolument, ça ne souffrait d'aucune équivoque. Il n'a pas dit entre l'Algérie et ma mère, je choisis, enfin pour paraphraser. Exactement. Il a choisi l'Algérie. Alors, en 1956, nous savons qu'avant, il commençait à subir des pressions, évidemment, comme il était surveillé, il était filé. Donc, il décide de jeter l'éponge à travers un texte qui reste mémorable, d'ailleurs. Donc, la démission de Fanon, c'était un texte où c'était le procès de la colonisation, sa lettre de démission. Qu'en est-il exactement, monsieur Olivier? C'est la lettre qu'il a adressée au ministre résident, donc, Robert Lacoste, à l'époque, oui. Robert Lacoste, il lui dit, je ne peux pas continuer à collaborer à votre entreprise de déstructuration et de décérébralisation de la société algérienne. Donc je ne vois qu'une seule solution, c'est démissionner de mon poste de médecin de l'hôpital de Blida. Et il a rejoint le maquis juste après. Et il a été menacé, il a été victime de 2 tentatives d'assassinat, une à Rome et une en se rendant à Rabat. Sa voiture a été piégée, il a été blessé. Donc c'était la main, les Hamra, comme on dit, la main rouge à l'époque. Oui. Les précurseurs de l'OS. Voilà, c'était le service action, maintenant on le sait. Voilà, c'est le service action du STEC. Donc, et puis après donc, ces problèmes qu'il avait rencontrés, il arrive à Tunis. Là commence une autre phase du combat, du militantisme également de Fanon. Il était quand même le militant infatigable, n'est-ce pas? Tout à fait. À Tunis, il était militant, il était toujours médecin. Il enseignait, enfin, il pratiquait plutôt la médecine à l'hôpital de la Menouba à Tunis. Et il était proche des penseurs, j'aime pas ce mot, mais des intellectuels. Des intellectuels du GPRA. Et il a été désigné comme ambassadeur du GPRA. En 1958, après la création, justement, juste après à Accra. Il a fait sa première mission au Caire. Moi, j'avais 4 ans. Ensuite au Ghana, avec Nkrumah. Et c'est là que le Ghana a offert la mission, l'ambassade, la résidence, à mon père et aux membres du GPRA de l'époque.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sur la façade de l'ambassade d'Algérie à Accra, il y a une plaque commémorative en disant que c'était un don de Nkrumah à la révolution algérienne. Si vous voulez, la révolution algérienne est tellement coule dans les veines de l'Afrique que dans tous les pays africains, l'Algérie, c'est standing ovation. Moi, je parle de ma petite expérience. Il y a quelques années, j'ai été invité à Dar es Salaam pour une conférence à l'université Nyerere. Et donc, au moment où on rentre donc, dans l'amphithéâtre, il y avait tous les étudiants qui étaient là. Il y avait Wole Soyinka, l'ancien prix Nobel de la paix, etc. Donc, on annonce Monsieur l'ambassadeur d'Algérie. Donc, ils ont applaudi, comme ça. Et Monsieur Olivier Fanon, son of Franz Fanon. Wow, standing ovation, Hachmt. Et c'est là que je me suis rappelé un terme d'un des anciens du GPRA qui me disait, Olivier, à l'époque, l'Algérie nous portait. On n'avait pas besoin de parler. Après l'indépendance, bien sûr. Lorsqu'on allait à l'OUA, Algerian Delegation, c'était de la folie. C'est pour ça que le message de l'Algérie, il n'est pas updated, il n'est pas passé. Il est d'actualité. Moi, ce matin, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais du 1er novembre. Je lui ai dit, le 1er novembre, c'est une date historique, immuable. Mais pour moi, le 1er novembre, c'est tous les jours. Je suis 1er novembre, aïe, on passe à autre chose. La révolution, c'est une référence éternelle. La révolution est permanente. Et elle est permanente. Elle est permanente. On ne peut pas dire, ça y est, 5 juillet 62, ça y est, c'est bon. Non, ça. Et on voit aujourd'hui... Et Fanon avait compris que déjà la révolution algérienne, à partir donc de la 5e année, lorsqu'il va écrire l'enseigne de la révolution algérienne, que la manière dont elle était menée constitue déjà une référence pour tous les peuples colonisés, n'est-ce pas? Pour revenir à Césaire, on en a parlé rapidement tout à l'heure, avant le début de l'émission, j'ai eu l'occasion et la chance de faire sa connaissance. En 2004, en Martinique. J'ai été approché par le maire donc, de Fort-de-France, qui est un maire communiste, bien sous tout rapport. Il me dit, il y a Aimé Césaire qui voudrait vous rencontrer. Il est toujours à la mairie, on lui a conservé son bureau, etc. On rappelle aux téléspectateurs que Aimé Césaire avait écrit le fameux discours sur le colonialisme. Pour que, voilà. Donc Aimé Césaire, qui est un poète. Donc Aimé Césaire me reçoit dans son bureau, on discute, on échange des amabilités de circonstances. Et à un moment, moi, comme je suis algérien, d'être un zabat. Monsieur Césaire, vous êtes au crépuscule de votre vie. Il avait 92 ans. Mais il était encore bien portant, il entendait parler, etc. Quand est-ce que les vagues du tsunami algérien vont toucher les rives de la Martinique? Il a compris. Il a mis un petit moment à répondre. Il me dit, vous êtes pressé? Je lui dis, l'Algérie est indépendante depuis 1962. Nous sommes en 2004. C'était en 2004. Je lui dis, nous sommes en 2004. La Martinique est toujours colonisée. Il me dit, vous êtes pressé comme votre père? Je dis, non, mais le temps presse. Le temps presse. Ça a ton chouïr. Et puis, comme je sentais que je l'avais un peu acculé, je lui ai offert une porte de sortie. Je lui ai dit, de toute façon, vous pouvez partir apaisé. Votre relève est bien assurée. Il me dit, ah bon? Je dis, le nouveau maire communiste de Fort-de-France est quelqu'un de bien. Et il me répond, vous voyez, monsieur Fanon, comme quoi en Martinique, même un coulis peut réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, nègre martiniquais, il parle d'un coulis, c'est-à-dire hindi, d'origine indienne, avec différence. Même hindi, et c'est pour ça que je dis, la colonisation, elle est quotidienne encore dans les esprits. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que j'aimerais bien donc revenir sur ce point, la différence entre Fanon et Césaire, parce qu'on a toujours tous les spécialistes donc de ces deux penseurs ont essayé de les rapprocher. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans le cas de Césaire, c'est une pensée
qui est cloîtré dans une idéologie. Contrairement à Frantz Fanon, il avait compris dès le début l'idée du front lancé par le Front de libération nationale qui était placé au-dessus de toutes les idéologies. Est-ce que c'est pas ça là, Pour schématiser, oui. Césaire est un spectateur. Fanon est un acteur. Il est dans l'action. Il est dans l'action. Il est dans l'action. Moi, j'ai toujours dit, on peut lire Fanon, refermer Fanon oui. et passer à autre chose. Je dis, si vous lisez, vous, les colonisés, vous lisez un livre de Fanon et vous n'avez pas compris le message, c'est pas la peine de lire Fanon. Et puis, il était au fait de tout ce qui touchait les Algériens. Parce que le fameux texte sur le haïk. Le haïk qui est d'actualité. Oui. Ça, c'est un message Exactement. à Zemmour. Oui. Eh oui. Le haïk qui était utilisé par les Algériennes. Par les parachutistes à l'époque, c'était voilà, pour passer des armes, la bataille d'Alger, la Khéré. On sait très bien que c'est une arme. Alors que Zemmour, on disait que c'est un... Pour moi, il n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant. Et en parler déjà, c'est lui faire la publicité, la khiré. Voilà. Donc je préfère zapper Zemmour. Fanon, pour beaucoup donc, de spécialistes, reste aujourd'hui d'actualité, du moins sa pensée, je veux dire. Donc la pensée de Fanon, j'ai dit au début de l'émission, on s'étend du néocolonialisme. Parce qu'il y a même des voix qui remettent en cause même l'existence de la nation algérienne, et vous le savez. Enfin, des voix d'outre-Méditerranée. J'en viens, moi je suis à Paris, je travaille à l'ambassade d'Algérie à Paris, oui. Et j'ai bien reçu le message du président français. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons fait la djoula au musée de l'armée, et j'ai dit à mes amis qui étaient avec nous, et aux invités, donc il y a une délégation étrangère qui était avec nous, j'aurais bien aimé que l'ambassadeur de France fasse ce périple avec nous, c'est-à-dire de Massinissa jusqu'à aujourd'hui, ouais. Pour lui rappeler que l'Algérie a une histoire. Hadara. Oui. Voilà, c'est tout. Et c'est notre, comment on dit, c'est notre socle, c'est notre taqalid ta'na. On sait d'où on vient. Et j'ai pas besoin des bons points ou des tableaux d'honneur de la France, la RRE, pour me dire vous avez bien fait, vous n'avez pas bien fait, etc. Moi, je reprends un peu la pensée de Thomas Sankara. Ce sont nos erreurs si nous avons fait des erreurs, mais ce sont les nôtres et on les assume. Voilà, c'est tout. Et je ne compte à rendre à personne autre qu'au peuple algérien. Donc, Fanon, malheureusement, donc, pour les mouvements de libération, tombe malade. Précocement, donc c'est tout le monde qui le dit, mais il n'avait pas abdiqué, c'est-à-dire il avait laissé ce legs, les damnés de la terre, ce texte extraordinaire dans lequel il revendique la légitimité de la violence utilisée par les mouvements de libération nationale. Tout à fait. Il a été ostracisé par certains bien-penseurs occidentaux comme un violent. Enfin non, c'est la violence. Non, c'est une violence légitime. Oui. Je réponds à la violence. La pire des violences, c'est le colonialisme. Je me défends. Il a d'ailleurs cité dans ses écrits pas mal de traumas d'enfants algériens qui ont tué leurs camarades français, enfants aussi. Oui. Et lorsqu'il leur a posé la question, on dit, mais nos parents ont été tués par leurs parents. On fait la même chose. C'est une violence légitime. Je ne vais pas négocier avec toi. Non, je te montre que je te ramène à la table de négociation par la violence. C'est-à-dire c'est le système même colonial qui a induit, qui a provoqué la violence, cette réaction violente du colonisé. C'est comme ça qu'il explique dans les damnés de la terre. La pire des violences, c'est en 1830 c'est des fois peut-être la violence. Oui. Voilà. Jusqu'à 1962, c'est bon. Et puis le deuxième point, c'est sa réflexion sur le racisme, comme aimait Césaire. Oui. Césaire d'ailleurs. D'ailleurs, il dit le système colonial
est d'abord un système raciste, un système qui vise à réduire l'être humain à une situation d'animal. C'est l'animalité. C'est le principe de base oui. de la colonisation, du colonialisme. Je veux dire, ils ne sont pas venus pour nous rendre service. Ils sont venus se servir. Aussi bien en Algérie qu'en Afrique, que Christophe Colomb aux États-Unis. C'est des pilleurs, c'est des vandales, c'est des voyous. C'est des voyous. Et les peuples qui ne se sont pas défendus se sont laissés coloniser. Moi, je dis décoloniser heureux. C'est pour ça que je reviens toujours et je reviendrai toujours sur le colonialisme français dans les Antilles françaises. Je leur dis, bougez, faites quelque chose, ça je sais que ça ne va pas plaire ce que je dis, mais je suis chez moi, là. Je suis chez moi, bien sûr, libre et indépendant. Donc oui. Je dis ce que je veux. Oui. À une télévision algérienne, je dis ce que je veux. Je reviens sur votre propre parcours, parce que qui est lié donc à celui de votre père. Vous avez vu le jour en 1955, c'est-à-dire c'était l'année où la guerre de libération nationale, la flamme avait pris au sens propre du terme. J'étais conçu en Algérie. Oui. C'est pour ça que je dis quelque part que je suis un enfant de novembre aussi. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis. Je suis un enfant de novembre. Oui. Et dans mon parcours personnel, bon, qui est anecdotique, je raconte rapidement que j'étais étudiant en France. En 1975, j'ai été arrêté par la police française, par la gendarmerie française plutôt, pour insoumission au service militaire français. Donc j'ai exhibé ma carte de sursitaire algérien, ma carte de résident algérien, mon passeport algérien. J'ai dit, vous vous trompez, je suis algérien. Ils ont pris les papiers, ils les ont jetés par terre, ils m'ont dit, vous êtes français parce que vous êtes binational, vous avez la double nationalité. J'ai dit, non, j'ai que des papiers, j'ai jamais eu de papier français. Donc ils m'ont mis les menottes et je suis resté 1 mois en prison à Paris, prison militaire. Et on voulait m'envoyer dans un bataillon disciplinaire en Allemagne. J'ai fait intervenir, j'ai appelé ma mère qui était ici, qui travaillait à Al-Moudjahid à l'époque. Elle a fait intervenir le président Boumediene, qui a exigé ma libération immédiate. Mais ça a duré 1 mois tout ça. Ça a duré 1 mois. Le jour de ma libération, le commandant de la première région militaire de Paris est venu un dimanche. Ils m'ont fait monter de la cellule dans son bureau. Asseyez-vous. Il dit, alors, monsieur a des relations comme ça? Je dis non, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je dis non, oui, votre gouvernement vous défend. Ah, j'ai compris. Je dis oui, mon gouvernement défend son citoyen. C'est moindre des choses. Donc vous êtes libéré de la prison française, de la prison militaire, à une condition. Je dis oui, laquelle? Vous rejetez la nationalité française. Je dis, je signe où? Il me dit, non, il faut aller à la préfecture, vous faites un dossier. J'ai signé. J'ai été libéré, comme ils disent, de l'allégeance envers la France en juillet 1975. Je crois. J'ai fait des petites recherches rapides. Oui. Je suis un Algérien. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui ont rejeté la nationalité française. Donc, moi, je dis, c'est mon butin de guerre. L'Umrani Jazairi, Hor, Mouadaf Sefar al-Jazairi fi Paris. Je n'ai plus rien à voir avec ce pays. Comment vous avez vécu l'indépendance? L'indépendance, on était à Gardimao. Oui. On était dans les camps de regroupement à Gardimao, de la Hélène, au l'Istiqlal. Donc, juste avant l'Istiqlal, on a été aux États-Unis, donc mon père était soigné et décédé. Est-ce que vous avez parlé à votre père, justement, sur son lit d'hôpital? En décembre 61, oui, je lui parlais. J'avais 6 ans. Oui. Mais je lui parlais sans il me rassurait. Oui. Il me rassurait. Il y avait Mohamed Sahnoun qui était étudiant, qui était à son chevet aussi. Donc Mohamed Yazid? Sahnoun, Mohamed Sahnoun. Non, il y avait également Mohamed Yazid, non? Mohamed Yazid, avant qu'il soit malade. Et j'étais au chevet de mon père. On est resté 6 mois à Washington. Et j'allais tous les jours avec ma maman le voir à l'hôpital. Et lorsque nous sommes rentrés donc en juillet 62 sur Alger, ma mère ne m'a pas annoncé son décès tout de suite. J'avais 6 ans de Bakmat, et je voyais donc à la télé Frantz Fanon. Pour moi, il était vivant. Pour moi, il était encore vivant. Et j'ai pris conscience de sa mort. C'était à Blida, il y avait un match de football qui a été organisé entre l'USMB et l'équipe de Saint-Étienne. Et le coup d'envoi avait été donné par le président Ben Bella, donc je suis descendu sur le terrain.
J'ai tiré le ballon, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Les gens m'ont dit Baba, et j'ai appris que mon père était décédé, j'avais l'âge de 8 ans. Mais pour moi, il était toujours présent, il est toujours présent. Il est toujours présent. La preuve, je suis là ce soir avec vous. Bien sûr. Donc il est toujours présent. Sa pensée est toujours d'actualité. Fanon n'est pas un has-been. Fanon est d'actualité. Fanon dérange. Fanon dérange. Mais Fanon, à contrario, doit être enseigné. Pour comprendre Fanon, il faut l'enseigner. Il faut le lire. On a parlé tout à l'heure des modules qu'il y avait à l'université. Il y avait des modules Fanon. Il y avait pendant les années 90... Il y avait des modules Fanon, il y avait des sujets du bac. Il y avait des modules sur le tiers-monde, parce que c'est lui le concepteur de cette réflexion sur le tiers-monde. D'ailleurs, je me souviens, le défunt Rida Malek, qui avait connu... qui a travaillé avec lui sur le Moudjahid. Qui a travaillé avec lui. Oui. Il m'a dit, c'était la chance pour l'Afrique. Oui. C'était la fierté pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de Rida Malek? Je sais que vous l'avez... Je l'ai connu. Moi, je l'ai connu, bien sûr. Ce que je peux dire à propos de cette pensée, c'est que Fanon et l'Algérie sont indissociables. L'Algérie, en tant qu'État, en tant que pays révolutionnaire, dérange aussi bien en Occident qu'en Afrique. Parce que l'Algérie n'a pas acquis son indépendance. On ne lui a pas donné son indépendance. Elle l'a arraché. Elle l'a arraché. Oui, elle l'a arraché. Les autres pays, donc dans les années 60, la décolonisation, etc., c'était des cadeaux. Ouais. Et il y en a qui, à la limite, refusé. Non, restez. Nous ne voulons pas être indépendants. D'ailleurs, il a écrit, il a compris cette machination. Il a dit la joie de ces indépendances un petit peu maquillées risque de devenir donc des déceptions, ces apothéoses, ces fausses apothéoses. C'est le terme qu'il a utilisé dans les années de la Terre. Et c'est devenu le précaré de l'ancienne colonie de la France. Donc, comme on dit, Focard, les réseaux, etc. Oui. C'était des marionnettes à Garagoz. Hein. L'indépendance, elle était Shbah, mais sinon les Français continuent à se servir, etc. Et l'Algérie, Adma. Adma, l'Algérie, c'est béton. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Et encore plus aujourd'hui qu'hier. Qu'hier, exactement. Mais l'Algérie fait front. L'Algérie est debout. Fanon est debout. Hier, nous étions sur la tombe de mon père à Nkarma. Il y a eu un hommage qui a été rendu par nos amis. Il y avait, entre autres, le président Chissano du Mozambique, qui a rappelé que l'Algérie, en 1965, avait formé les premiers combattants du Frélimo. Oui. Kanouhna. Oui. Derbouhna. Oui. Je l'ai rappelé aussi que les combattants de l'ANC ont été formés ici. Mandela, ah oui, dans les camps de la LN. Et on est revenu, Algérie, la Mecque des révolutions, des révolutionnaires. Et c'est toujours dans le subconscient de la colonisation, des colons. L'Algérie, c'est toujours un pays, un épouvantail. Un épouvantail. C'est un pays qui est debout, c'est un pays qui inspire. C'est un pays qui empêche de dormir tranquille. L'Algérie, vous parlez du rapport de Fanon à l'Algérie. C'était un rapport plus que charnel. D'ailleurs, sa dernière volonté, c'est d'être enterré sur cette terre sacrée, cette terre algérienne. Il a ses derniers souhaits, enfin volontés, c'était d'être enterré en Algérie avec ses frères de combat. Avec ses frères de combat. Frères de combat. Et aujourd'hui, il est à Nkarma. À Nkarma, oui. C'est un cimetière Moudjahidine. Exactement. Il y a sa tombe qui est au centre. Et autour, il y a une 50aine de tombes anonymes. Moudjahidine, les matouf.
Puis il paraît qu'il a été enterré de nuit. C'est une opération militaire. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu? Je sais que Pierre Chollet avait participé donc, à cette opération. Donc, comment ils l'ont... Le Katibat al-Jolo, donc oui. Ils ont coupé la ligne Maurice et la ligne Chal. Oui. Ils sont passés du côté algérien. Il a été enterré à Sifana d'abord. Oui, d'abord, oui. À Sifana. Et le commandant, le capitaine à l'époque de la compagnie, c'était Rachid Ibn Shtid. C'est lui qui avait organisé le... Il était à la tête de la base de l'Est, d'ailleurs, à l'époque, oui. Et c'est lui qui avait organisé, parce que c'est une opération militaire. Hein. Oui. Les Français, Tira, Olahor, bref. Et en 1965, il a été donc exhumé, parce que c'était un enterrement anonyme. Et il a été enterré donc à Ain Kerma. Et pour la petite histoire, Ima Rahma, qui était ancienne journaliste ici à la radio algérienne, elle est décédée en 1989. Elle est enterrée à Al-Qattar. Oui. Et elle me dit, en 88, elle me dit, Olivier, si jamais je décède, il m'arrive de décéder, si je décède, je veux que tu ramènes ton père et tu nous enterres tous les deux à Al-Qattar. Je dis, maman, mon père, il est à Ain Kerma. S'il te plaît, enterre-le avec moi. Donc j'ai fait une demande, président de l'APC de Ain Kerma, je suis passé par le ministère des Moudjahidines, et j'ai eu une réponse donc, de l'APC de Ain Kerma. Le président de l'APC de l'époque, nous avons réuni Shioukha al-Qaria, ils se sont opposés, France Fanon ou Lidna. Ils disent, ما نخرجوش من المقبر نتاعو هنا. Je respecte votre volonté. Parce que Ain Kerma, il est associé justement au parcours de Frantz Fanon, à l'histoire de Frantz Fanon, son histoire d'amour avec l'Algérie, c'est ça Ain Kerma. C'est aussi. Ain Kerma, hier, on était sur la tombe de mon père hier. Il y avait tous les jeunes enfants qui étaient là pour rendre hommage. Il y avait le Kshafa des scouts. D'ailleurs, c'est le Katibat Tahoum, Omar Ibrahim Fanon. Oui. Le président de l'APC de Ain Kerma, c'était émouvant. C'était pas du cinéma, j'ai pleuré. C'est Fanon l'Algérien. C'est le pacte scellé avec l'Algérie. C'est ce que m'ont dit il y a quelques années, justement, les habitants de Ain Kerma. Oui. C'est Shahid. Tout est dit. Alors, donc, la maison de Frantz Fanon donc, sera transformée en musée. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, d'abord? Parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des initiatives lancées par le président de la République, dont le cadre de la préservation de la mémoire nationale. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette initiative de la préservation de la mémoire nationale? C'est pas la maison de Frantz Fanon, hein. C'était un logement de fonction que mon père occupait lorsqu'il était à l'hôpital de Blida. Et à l'initiative donc, du président de la République et de M. Chakali, qui est directeur de la santé, de la psychiatrie au ministère de la Santé aujourd'hui. Donc cette maison a été réhabilitée et nous voulons en faire un centre de recherche, d'études pour les étudiants, les élèves algériens qui sont intéressés, des étudiants en psychiatrie, l'hôpital CHU Talblida. Et Tchétchène, normalement, doit avoir lieu le 6 décembre prochain. Et c'est une manière de continuer l'esprit de Fanon. Qui n'est pas arrêté, qui n'est pas figé. Et c'est à la des étudiants. Moi, je les ai vus. Donc, la dernière fois que je suis venu, c'était avant le Covid, en 2018. C'est pour nous, c'est naturel. C'est naturel. Est-ce que vous pensez pas, M. Olivier Fanon, qu'aujourd'hui, Fanon, il est en quelque sorte récupéré par une élite? C'est-à-dire, elle est, si vous voulez, des petites gens, parce que c'est des colloques à Fort-de-France, chaque année il y a la célébration, un peu partout, c'est des colloques, mais c'est réservé uniquement aux initiés, n'est-ce pas? Lui qui est redouté d'ailleurs dans cet éloignement entre l'élite et le peuple.
rapprocher Fanon du citoyen algérien, c'est l'enseigner, le faire lire, le vulgariser Fanon, ne pas le couper du peuple. Oui. Fanon est un enfant du peuple. Là, voilà. Et pour revenir aux colloques qui sont organisés à Fort-de-France, c'est des effets de manche. Je veux dire, c'est façon de rendre hommage à un Martiniquais d'origine qui est célèbre, etc. Mais ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de conséquences. Moi, j'ai refusé de m'associer à tous ces colloques parce que je leur reproche leur apathie. Oui. Leur apathie devant la France. Il faut que la Martinique, la police raciste, la police. Mais c'est le CG plat. Voilà. Donc, je dis, c'est perte de temps. Même parler de Fanon, c'est pas lui rendre service. C'est pas lui rendre service. Comment vous voyez, comment on peut aujourd'hui vulgariser, si vous voulez, ça sera très difficile, donc la pensée de Fanon. Déjà, la maison Frantz Fanon à Blida. Est-ce qu'elle sera ouverte donc, ah oui, elle est ouverte à tout le monde. Ah oui, ouais. Oui, absolument. Ce sera un point focal. Et ce qu'on pourrait faire, c'est créer une chaire Frantz Fanon à l'université. Ouais. Fanon al-Jazairi, ces livres ont été imprimés par la fierté. C'est une fierté algérienne et africaine, comme disait le collègue Malek. Tout à fait. Mais très fauche, mais Fanon Raoulina. Voilà. Fanon, il est à nous. On ne va pas se le faire réapproprier, enfin prendre par les autres. Raoulina. Donc essayons de respecter la pensée de Fanon. Est-ce qu'on vous a inculqué un petit peu donc l'esprit novembre? Parce qu'entre l'esprit novembre et l'esprit Fanon, il y a une sorte de... il y a un pacte indissociable. Moi, en tant qu'individu, je suis... je suis le fils de Fanon, je ne suis pas l'héritier. Oui. Au sens métaphysique de Fanon. Hein. Je suis le fils de Fanon et j'essaye de contribuer à mon petit niveau à en m'investissant pour l'Algérie. Je suis en France, je sais que ça passe mal. Alors, France, je suis en France, mais je travaille à l'ambassade d'Algérie et je n'ai que cet employeur depuis que je suis en France. Donc je n'ai de compte à rendre à personne. Je vais vous poser, ce sera la dernière question. Les rapports, parce qu'on ne l'a pas abordé tout à l'heure, de Frantz Fanon avec un autre, à travers vous, j'aimerais également rendre un hommage à notre militant, donc algérien, Pierre Chollet. Quels étaient ils ont entretenu un rapport particulier, notamment ici d'abord, ensuite en Tunisie, n'est-ce pas? Oui, ils étaient très proches. En fait, c'était les précurseurs du journal, du quotidien Moudjahid. Moudjahid, oui. Donc, les articles étaient rédigés aussi autant par Fanon que par Chollet, mais ils étaient anonymes, évidemment, pour ne pas qu'ils soient localisés, hein, pour identifiés plutôt. Ils ont eu un cheminement parallèle. Ils se sont investis entièrement pour l'Algérie. Je veux dire, et l'erreur monumentale que l'on commet encore aujourd'hui, c'est de dire ce sont des amis de l'Algérie. Ce ne sont pas des amis, ce sont des Algériens. À part entière. C'est des Algériens à part entière. أصدقاء الجزائر مش أصدقاء الجزائريين وش بيكم هذا أنا مانيش صديق الجزائري أنا جزائري وش بيك voilà c'est le mot. Donc, je vous laisse le soin de conclure cette émission qui se termine, Monsieur Olivier Fanon. Alors, je voudrais conclure, si j'ai le temps, de lire un petit extrait donc, de l'an 5 de la Révolution algérienne, juillet 1959. Nous avons arraché l'homme algérien à l'oppression séculaire et implacable. Nous nous sommes mis debout et nous avançons maintenant. Qui peut nous réinstaller dans la servitude?
Nous voulons une Algérie ouverte à tous, propice à tous les génies. Cela, nous le voulons et nous le ferons. Nous ne pensons pas qu'il existe quelque part une force capable de nous en empêcher. Frantz Fanon, juillet 1959. Ce sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier vivement. C'est moi qui vous remercie. D'avoir évoqué ces aspects importants donc, du parcours de Frantz Fanon en Algérie et au service de la guerre de libération nationale et au service des causes de la décolonisation. Monsieur Olivier Fanon. Oui. والكلمة الأخيرة لو سمحت والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحية الجزائر. تحية الجزائر. Allah yarham Shuhada. Je tiens à vous remercier donc vivement d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. À leur tête, le réalisateur de l'émission, Abdelkrim Bougala. Excellente soirée et à bientôt.